Top Currently EU, l'affaire des masques de plomb. Le 20 août 1966, un jeune homme faisant voler un cerf-volant sur la colline de Vantem à Nitroa, au Brésil, tomba par hasard sur deux corps allongés côte à côte dans une clairière. Ils étaient positionnés avec une précision inhabituelle, à plat sur le dos, préservés des charognards et des intempéries. Les deux hommes portaient des costumes formels sous d'épais imperméables, malgré la chaleur estivale, et tous deux portaient des masques artisanaux rudimentaires, fabriqués à partir de feuilles de plomb couvrant complètement leurs yeux. Les hommes furent identifiés comme étant Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana, deux techniciens en électronique de la ville voisine de Campos dos Goytacazes. Ils avaient parcouru plus de 400 kilomètres pour atteindre ce sommet isolé. Des témoins rapportèrent les avoir vus acheter les imperméables et le plomb quelques heures avant leur mort. Ils semblaient calmes, sans hâte et délibérés dans leurs actions. Dans la poche de l'un des hommes, les enquêteurs trouvèrent un petit carnet endommagé par l'eau. Sur une page, écrit en lettres d'imprimerie soignées, figurait un message. 16h30 être au lieu convenu. 18h30 ingérer les capsules. Après les faits, protéger les métaux. Attendre le signal du masque. Il n'y avait aucune autre instruction, aucun nom, aucune explication sur la nature des capsules ou sur ce à quoi le signal du masque faisait référence. La note n'était pas une lettre de suicide. Elle se lisait plutôt comme une procédure technique, un ensemble de tâches séquentielles à accomplir avec précision. Des autopsies furent prévues, mais jamais réalisées. Les corps s'étaient considérablement décomposés sous la chaleur tropicale, et le bureau du coroner local reporta indéfiniment les tests toxicologiques. À ce jour, aucune analyse chimique n'a jamais été effectuée. La cause du décès n'a jamais été officiellement déterminée. Ce que l'on sait, c'est ceci. Les deux hommes avaient de l'argent intact dans leur portefeuille. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune blessure défensive, aucune indication d'acte criminel. Leur position suggérait qu'ils s'étaient allongés de leur plein gré et étaient restés immobiles jusqu'à la mort. Les enquêteurs interrogèrent les amis et la famille. Ils apprirent que Da Cruz et Viana étaient membres d'un groupe local intéressé par le spiritisme et ce qu'ils appelaient le mysticisme scientifique. Le groupe aurait mené des expériences impliquant des états de conscience modifiés et affirmait se préparer à un contact avec des êtres de dimension supérieure. Plusieurs membres mentionnèrent que les hommes se préparaient pour un événement important, mais refusèrent d'en dire plus. Un témoin se souvint avoir vu deux hommes correspondant à leur description sur la colline de Vantem, le soir précédant la découverte de leur corps. Ils se tenaient immobiles, regardant fixement vers le ciel. Lorsqu'on les a approchés, ils n'ont pas répondu. Les masques de plomb eux-mêmes n'ont jamais été expliqués de manière satisfaisante. Le plomb bloque les rayonnements électromagnétiques. Si les hommes croyaient qu'ils allaient rencontrer quelque chose émettant des fréquences dangereuses, les masques auraient pu être destinés à les protéger. Mais une protection contre quoi? Et pourquoi seulement les yeux? Des décennies plus tard, une affaire similaire a émergé. En 1971, un autre homme a été retrouvé mort dans des circonstances presque identiques sur la même colline. Lui aussi portait un masque de plomb. Lui aussi n'avait pas de cause de décès claire. Les autorités brésiliennes ont classé l'affaire en 1966, citant des preuves insuffisantes. Le carnet, les masques et les vêtements n'ont jamais été conservés comme pièces à conviction. La plupart des dossiers originaux ont depuis disparu des archives publiques. Aucune capsule n'a jamais été trouvée sur les lieux, mais l'instruction était claire. Les ingérer à 18h30, puis attendre le signal. Quel que fût ce signal, il n'est jamais venu. Ou peut-être est-il venu, et les deux hommes de la colline de Vantem étaient les seuls préparés à le recevoir. Top 2. Les chiffres de Bill. En janvier 1822, un étranger bien mis arriva à l'hôtel Washington de Lynchburg, en Virginie. Il se présenta sous le nom de Thomas G. Bill et paya d'avance pour un séjour prolongé. L'aubergiste, Robert Morris, nota que Bill était poli, instruit et s'exprimait avec une précision méticuleuse. Il ne révéla rien de ses affaires. Au cours des 2 mois suivants, Bill devint une figure familière de l'hôtel avant de partir sans explication en mars. 2 ans plus tard, il revint. Cette fois, sa visite fut brève. Le matin de son départ, Bill remit à Maurice une boîte en fer verrouillée.
Il ordonna à l'aubergiste de la garder en lieu sûr et insista sur le fait qu'elle ne devait être ouverte que si Bill ne revenait pas dans les 10 ans. Maurice accepta. Bill quitta l'hôtel et ne fut plus jamais revu. En mai 1845, 23 ans après leur première rencontre, Maurice ouvrit enfin la boîte. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier, chacune remplie de rangées de chiffres. Elles étaient accompagnées d'une lettre manuscrite de Bill, datée de 1822. La lettre expliquait que les chiffres étaient des messages codés. Elle affirmait que Bill et un groupe de 29 compagnons avaient découvert un riche filon d'or et d'argent dans les territoires de l'Ouest lors d'une expédition de chasse en 1817. Au cours de 2 années, ils transportèrent le trésor vers l'Est et l'enterrèrent dans le comté de Bedford, en Virginie, dans un caveau tapissé de pierres à 6 pieds sous terre. La lettre précisait que les 3 chiffres contenaient l'emplacement exact du caveau, un inventaire détaillé de son contenu et les noms des hommes à qui le trésor appartenait de droit, ainsi que des instructions pour distribuer leur part à leurs proches. Bill écrivit que la clé pour décoder les chiffres serait envoyée séparément à Maurice. Elle n'arriva jamais. Maurice passa le reste de sa vie à tenter de percer le code. Il échoua avant sa mort en 1873. Il confia les papiers à un ami dont l'identité n'a jamais été révélée. Cet individu travailla sur les chiffres pendant plus de 20 ans et finit par obtenir une percée en utilisant la déclaration d'indépendance des États-Unis comme clé. Il réussit à décoder le 2e chiffre. Le message décodé décrivait le trésor en termes exacts. 2921 livres d'or, 5100 livres d'argent et des bijoux d'une valeur d'environ 13 000 $, selon l'estimation des années 1820. Ajusté au prix moderne, le butin est estimé à plus de 60 millions de dollars. Le chiffre précisait même que le trésor avait été déposé en 2 cargaisons distinctes en novembre 1819 et décembre 1821 et avait été enterré à 4 miles d'une taverne du comté de Bedford. Mais le 2e chiffre ne révélait rien sur l'endroit où le trésor était caché. Cette information, selon la lettre de Bill, était encodée dans le chiffre numéro 1. Le chiffre 3 contiendrait prétendument les noms et les parts des héritiers légitimes. Les 2 restent non résolus. En 1885, les chiffres furent publiés dans un pamphlet par un auteur anonyme que l'on pense être le même homme ayant décodé le chiffre 2. Le pamphlet se vendit mal et sombra dans l'oubli. Au cours du siècle suivant, des cryptographes, des chasseurs de trésors et des organisations de décryptage, y compris la National Security Agency, tentèrent de résoudre les chiffres restants. Aucun ne réussit. L'analyse informatique moderne a révélé des anomalies. Les fréquences de lettres dans les chiffres 1 et 3 ne correspondent pas à la distribution attendue d'un texte clair en anglais. Certains cryptographes pensent que les chiffres n'ont jamais été destinés à être résolus. D'autres soutiennent que le texte clé a été perdu ou a été intentionnellement obscurci. Dans les années 1960, des linguistes statisticiens ont conclu que l'histoire elle-même contient des incohérences. Aucun document historique concernant un Thomas J. Bill correspondant à la description n'existe dans aucun registre connu de cette période. Aucune expédition correspondant à la chronologie n'a été documentée. Le comté de Bedford a été fouillé à maintes reprises. Aucun caveau n'a jamais été trouvé. Quelque part en Virginie, il y a peut-être un caveau de pierre à 6 pieds sous terre, où il n'y a peut-être rien du tout. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne parlent pas non plus. Top 3. L'incident du col Dyatlov. Le 27 janvier 1959, un groupe de 10 randonneurs expérimentés quitta la ville de Sverdlovsk en Union soviétique en direction du mont Otorten dans le nord de l'Oural. Ils étaient dirigés par Igor Dyatlov, un étudiant en ingénierie de 23 ans ayant plusieurs expéditions hivernales à son actif. Chaque membre du groupe était un skieur de fond qualifié, certifié en alpinisme et habitué aux conditions de survie par des températures négatives. Un membre, Yuri Yudin, fit demi-tour prématurément pour cause de maladie. Il fut le seul survivant. Le groupe était censé envoyer un télégramme à son retour le 12 février. Aucun message n'étant arrivé, une opération de recherche et de sauvetage fut lancée le 20 février. Le 26 février, les sauveteurs localisèrent le campement sur le versant est du Kolatsiarl, une montagne dont le nom se traduit de la langue indigène mansi par « montagne des morts ». La tente avait été découpée de l'intérieur. De longues entailles délibérées parcoururent la toile.
Elle était encore partiellement intacte avec la majeure partie de l'équipement, des vêtements et de la nourriture du groupe laissés sur place. Des empreintes de pas s'éloignaient de la tente en descendant la pente vers la lisière de la forêt, à plus d'1 kilomètre de là. Les empreintes indiquaient que plusieurs membres du groupe étaient des pieds nus ou ne portaient que des chaussettes. D'autres portaient une seule botte. Il n'y avait aucun signe de lutte au campement. Les 2 premiers corps furent retrouvés sous un grand cèdre à la lisière de la forêt. Tous deux étaient sans chaussures, vêtus seulement de sous-vêtements. Leurs mains présentaient des signes de graves engelures et des branches cassées sur le cèdre suggéraient qu'ils avaient tenté d'y grimper, peut-être pour voir quelque chose au loin. Un petit feu avait été allumé au pied de l'arbre, mais s'était éteint. 3 autres corps furent découverts le long d'un sentier menant à la tente, espacés à intervalles réguliers. L'un d'eux était Igor Dyatlov. Tous semblaient avoir succombé à l'hypothermie. Leur position suggérait qu'ils essayaient de retourner au camp, mais s'étaient effondrés d'épuisement et de froid. 2 mois plus tard, les 4 derniers corps furent retrouvés enterrés sous 4 mètres de neige, dans un ravin à 75 mètres du cèdre. Ces corps présentaient un profil totalement différent. Il manquait à Lyudmila Dubinina sa langue, ses yeux et une partie de sa lèvre supérieure. Semyon Zolotaryov n'avait plus ses yeux. Alexander Kolevatov présentait de graves déformations crâniennes. Nicolas et Thibaut Brignol avaient des fractures crâniennes majeures. Dubinina et Zolotaryov présentaient tous deux des traumatismes thoraciques massifs, des côtes fracturées et des hémorragies internes, mais sans blessures externes correspondantes. Le médecin légiste compara la force requise à l'impact d'une collision automobile à grande vitesse. Les vêtements récupérés sur les victimes du ravin présentaient une autre anomalie. Les tests révélèrent des traces de contamination radioactive dépassant de loin les niveaux naturels. La contamination était localisée sur des vêtements spécifiques et incohérentes selon les individus. L'enquête soviétique se conclut le 28 mai 1959. La cause officielle du décès fut classée comme une force naturelle irrésistible. Aucune explication supplémentaire ne fut fournie. Les dossiers de l'affaire furent classés secrets et scellés. La région entourant le Kolatsiakl fut fermée aux randonneurs et aux expéditions pendant les 3 années suivantes. Des témoins rapportèrent d'étranges lumières aériennes au-dessus de la région dans la nuit du 1er février. Plusieurs observations indépendantes décrivirent des sphères oranges rougeoyantes se déplaçant silencieusement dans le ciel. Le personnel militaire stationné dans la zone confirma des observations similaires dans ces registres, bien que ces entrées fussent plus tard censurées. En 2019, les autorités russes ont rouvert l'enquête. Après avoir examiné des simulations d'avalanches et les schémas de traumatisme, elles ont conclu qu'une rare avalanche de plaques avait causé l'incident. La théorie proposait qu'un effondrement de neige retardé ait poussé les randonneurs à fuir la tente dans la panique, entraînant l'hypothermie et des blessures traumatiques. Mais cela n'explique pas la radiation. Cela n'explique pas l'absence de tissu mou. Cela n'explique pas pourquoi des alpinistes expérimentés découperaient dans leur tente pour en sortir plutôt que de l'utiliser normalement. Ou pourquoi ils fuiraient sans vêtements adéquats par des températures de moins 40 degrés. La tente n'était pas enterrée sous la neige lorsqu'elle a été retrouvée. Les dommages subis par les corps dans le ravin dépassaient ce que la chute de glace ou la compression de la neige pourraient bien produire, et les lumières dans le ciel n'ont jamais été abordées par le rapport officiel. Le groupe tenait des journaux détaillés. La dernière entrée de Dyatlov datait du 31 janvier. Elle décrivait l'installation du camp et la préparation de l'ascension du lendemain. Il n'y avait aucune mention de danger, aucune indication de détresse. La dernière photographie récupérée de leurs appareils montrait la tente en train d'être érigée sur une pente ouverte, dans des conditions calmes, sous la lumière déclinante. Quoi qu'il se soit passé ensuite, cela s'est produit dans l'obscurité et le silence. Top 4. Le SS Ourang Medan. En février 1948, plusieurs navires naviguant dans le détroit de Malacca reçurent un signal de détresse transmis en code Morse. Le message provenait d'un cargo néerlandais identifié comme le SS Ourang Medan. La transmission était erratique, fragmentée et de plus en plus désespérée. Le premier message disait « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, gisant dans la salle des cartes et sur la passerelle. Probablement tout l'équipage est mort. » Il y eut une brève pause, puis une seconde transmission, moins cohérente.
Je meurs. Le signal devint silencieux. Deux navires dans les environs, le navire marchand américain Silver Star et une patrouille militaire britannique, déviaient de leur route pour intercepter. Tous deux confirmèrent avoir reçu la même transmission. Les coordonnées plaçaient l'Ourang Medan dans le couloir de navigation étroit entre Sumatra et la Malaisie, dérivant sans moteur. Le Silver Star arriva le premier. Les membres d'équipage ne signalèrent aucun dommage visible sur le navire. Il n'y avait pas de feu, pas de gîte, pas de signe de collision ou de brèche dans la coque. Le vaisseau semblait intact, mais il n'y avait aucun mouvement sur le pont, aucune réponse aux appels et aucun signal par pavillon. Une équipe d'abordage fut constituée. Ce qu'ils trouvèrent a été relaté dans de multiples témoignages, des journaux de bord naval déclassifiés et des rapports journalistiques de l'époque. L'équipage entier était mort. Des corps étaient éparpillés dans tout le navire, sur la passerelle, dans la salle des cartes, le long des couloirs et à l'intérieur de la cale. Chaque visage était figé dans une expression décrite comme une terreur absolue. Yeux grands ouverts, bouche bée, bras tendus comme pour se défendre contre quelque chose d'invisible. Le chien du navire fut retrouvé mort dans le même état, les dents découvertes en plein grognement. Il n'y avait aucune blessure, aucun sang, aucun signe de lutte ou de traumatisme physique. Les corps n'avaient été ni déplacés ni dérangés. Les positions suggéraient qu'ils étaient morts soudainement, simultanément et dans une panique complète. Un membre d'équipage du Silver Star rapporta que la température sous le pont était anormalement froide, malgré la chaleur équatoriale extérieure. Un autre mentionna une odeur chimique omniprésente, âcre et piquante, bien qu'aucun récipient ou substance fuyant n'ait été identifié. Le capitaine du Silver Star ordonna à son équipage de préparer une remorque. Si l'Ourang Medan pouvait être ramené au port, une enquête digne de ce nom pourrait être menée. Mais avant que la remorque ne puisse être fixée, de la fumée commença à s'élever de la cale inférieure. En quelques minutes, l'incendie se propagea rapidement. L'équipe d'abordage évacua. Quelques instants plus tard, une violente explosion déchira la section de la cargaison. L'Ourang Medan se brisa et coula en moins de 10 minutes, emportant les corps, le journal de bord et toute preuve physique avec lui. Aucun manifeste de cargaison ne fut récupéré. Aucune liste d'équipage ne fut jamais publiée. Les demandes envoyées aux autorités maritimes néerlandaises dans les années suivant l'incident ont donné des informations peu concluantes ou contradictoires. Certains registres listèrent le navire comme un cargo de routine. D'autres indiquaient qu'aucun vaisseau de ce nom n'existait dans aucun registre officiel. Le registre maritime de la Lloyd's, qui tient des dossiers méticuleux du trafic maritime mondial, n'a aucune entrée pour le SS Ourang Medan. Le gouvernement néerlandais n'a jamais reconnu la propriété ou l'exploitation du navire. Les demandes de déclassification sont restées sans réponse. Dans les années 1950, un officier de la garde côtière stationné dans le Pacifique a affirmé avoir examiné des documents classifiés liés à l'incident. Selon son récit, l'Ourang Medan transportait une cache d'armes chimiques mal stockées, probablement des agents neurotoxiques ou des toxines expérimentales datant de la Seconde Guerre mondiale. Les substances étaient passées en contrebande vers un acheteur non divulgué. Une fuite accidentelle, théorisa-t-il, provoqua une asphyxie rapide et des crises neurologiques dans tout l'équipage. Cela expliquerait l'absence de traumatisme visible, les expressions de terreur et la mort massive soudaine. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les archives ont été effacées et pourquoi le navire a explosé si opportunément avant de pouvoir être examiné. Mais cela n'explique pas pourquoi aucun conteneur de protection n'était visible dans la cale. Cela n'explique pas la température froide signalée par les témoins. Et cela n'explique pas comment un dernier signal de détresse a été envoyé après que l'équipage entier, y compris l'opérateur radio, était déjà mort. En 1959, un journaliste italien publia un compte-rendu affirmant avoir retrouvé des survivants ayant rencontré l'épave. L'article fut retiré quelques jours plus tard dans des circonstances floues. Aucun suivi n'a jamais été publié. Le journal de bord du Silver Star enregistra l'incident en termes clairs. Coordonnées, heures, description visuelle, cause de l'abandon. Mais les noms des membres d'équipage qui montèrent à bord de l'Ourang Medan furent censurés dans les copies ultérieures. Certaines versions du journal omettent entièrement l'événement.
Si le navire n'a jamais existé, alors plusieurs vaisseaux indépendants, militaires et civils, ont fabriqué des rapports identiques. S'il a existé, alors un effort délibéré a été fait pour le supprimer de l'histoire. Quelque part sous le détroit de Malacca gît l'épave d'un navire qui a peut-être, ou peut-être pas, un nom. Et si les témoignages sont exacts, il détient toujours les réponses. Top 5. L'homme de Somerton. Le matin du 1er décembre 1948, un corps fut découvert sur la plage de Somerton à Adélaïde, en Australie du Sud. L'homme était allongé contre un mur de soutènement, les jambes croisées, la tête reposant sur le béton comme s'il dormait. Il portait une chemise blanche, une cravate, un pull en tricot marron et un manteau croisé gris et marron. Ses chaussures étaient cirées. Il n'y avait aucune identification, aucun portefeuille et aucun signe de violence. L'examen initial ne révéla rien d'inhabituel. La police supposa qu'il s'agissait d'un vagabond ayant succombé à une insuffisance cardiaque ou à une intoxication, mais l'autopsie raconta une toute autre histoire. Son estomac contenait un chausson à la viande partiellement digéré, son dernier repas, mais aucune trace de poison courant ne put être identifiée. Sa rate était anormalement hypertrophiée. Son foie présentait des signes de congestion aiguë. Le pathologiste nota que les pupilles de l'homme étaient anormalement petites et qu'il y avait une accumulation de sang dans la muqueuse de son estomac, ce qui est compatible avec certaines expositions toxiques. Pourtant, aucune substance n'a été isolée de manière définitive. La cause du décès a été répertoriée comme inconnue, possiblement un empoisonnement, mais aucun poison n'a été nommé. Les enquêteurs examinèrent ses vêtements. Chaque étiquette avait été soigneusement retirée. La chemise, le manteau, le pantalon, tous étaient des vêtements de haute qualité, mais chaque marque de fabricant avait été excisée avec précision. La seule caractéristique d'identification était une petite étiquette cousue dans la ceinture de son pantalon, portant l'inscription Keane, plus tard tracée jusqu'à un tailleur spécialisé aux États-Unis. Aucune commande à ce nom n'a pu être localisée. Une fouille détaillée des poches de l'homme révéla un ticket de bus, un paquet de cigarettes, des allumettes, du chewing-gum et un peigne. Il y avait aussi un ticket de train inutilisé d'Adélaïde à Henley Beach, daté du jour même de la découverte de son corps. Il ne l'avait pas utilisé. Des mois passèrent. Le corps resta non identifié. Puis là, en avril 1949, les enquêteurs réexaminèrent un des vêtements et découvrirent une petite poche cachée cousue dans la ceinture du pantalon de l'homme. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier étroitement roulé. Y étaient imprimés 2 mots dans une police de caractères ornée, Tamam Shud. La phrase est persane et signifie fini ou terminé. Des experts en linguistique l'identifièrent comme les derniers mots du Rubaiyat d'Omar Khayyam, un recueil de quatrains poétiques du XIIe siècle. La police de caractère et la mise en page spécifique correspondaient à une édition rare de temps de guerre publiée en Nouvelle-Zélande. La police lança un appel public demandant à quiconque possédant un exemplaire de se manifester. En juillet 1945, un homme entra dans un commissariat d'Adélaïde avec un livre. Il affirma l'avoir trouvé sur le siège arrière de sa voiture non verrouillée, garée près de la plage de Somerton, vers l'époque où le corps avait été découvert. Il n'avait pas pensé à le signaler avant de voir l'appel. La dernière page du livre avait été arrachée. Le fragment de papier trouvé dans la poche du mort correspondait parfaitement. Sur la couverture arrière du livre, les enquêteurs trouvèrent de faibles indentations de 5 lignes de lettres majuscules. Cela semblait être un code. Sous le code se trouvait un numéro de téléphone. Le numéro appartenait à une infirmière nommée Jessica Thompson, qui vivait à quelques centaines de mètres de l'endroit où le corps avait été retrouvé. Interrogée, Thompson affirma ne pas connaître l'homme. Elle admit posséder un exemplaire du Rubaiyat, mais dit l'avoir donné à un lieutenant de l'armée nommé Alf Boxall en 1945. La police localisa Boxall, mais il était vivant et possédait toujours son exemplaire du livre, qui était intact. Thompson n'a jamais clarifié cette divergence. Elle a refusé tout nouvel entretien et a déménagé peu de temps après. Des décennies plus tard, sa fille a révélé que Thompson avait menti à la police et que sa mère avait reconnu l'homme, mais n'avait jamais expliqué comment. Le code a été analysé par le renseignement militaire, des cryptographes et des linguistes informatiques. Aucune solution définitive n'a été trouvée. Certains pensent qu'il s'agit d'une clé de chiffrement à usage unique pour un texte inconnu.
D'autres soutiennent qu'il s'agit d'un acrostiche ou d'un procédé mnémotechnique, et non d'un code. D'autres encore suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un non-sens intentionnellement conçu pour induire en erreur. En 2022, après 74 ans, la généalogie médico-légale a identifié l'homme comme étant Carl Charles Webb, un ingénieur électricien de Melbourne. L'ADN extrait de ses cheveux correspondait à des descendants vivants. Webb n'avait pas de casier judiciaire, aucune implication connue dans l'espionnage et aucun motif clair pour se rendre à Adélaïde sous de faux prétextes. Mais l'identification soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi Webb a-t-il retiré toutes les étiquettes d'identification de ses vêtements? Pourquoi portait-il un fragment de poème persan dans une poche secrète? Qui a laissé le livre dans la voiture et pourquoi? Que signifie le code? Et pourquoi a-t-il été écrit dans un livre lié à une femme qui prétendait ne pas le connaître? Et peut-être plus crucialement, qu'est-ce qui l'a tué? La toxicologie moderne a proposé un empoisonnement à la digitaline, une toxine cardiaque d'origine végétale qui se dégrade rapidement et aurait été indétectable en 1948. Elle provoque les symptômes physiologiques exacts documentés lors de l'autopsie: constriction des pupilles, vomissements, hémorragie stomacale. Elle est également présente naturellement dans certaines fleurs qui fleurissent le long de la plage de Somerton. Mais la digitaline n'explique pas le code. Elle n'explique pas les vêtements sur mesure ou le retrait de chaque marque d'identification. Elle n'explique pas pourquoi un homme parcourait des centaines de kilomètres pour mourir sur une plage, portant la fin d'un poème sur la mortalité et le destin. La dernière ligne du Rubaiyat dit: « Et quand comme elle, ô Saki, tu passeras, parmi les convives comme des étoiles semées sur l'herbe, et que dans ta bienheureuse mission tu atteindras l'endroit où j'en ai fait un, retourne un verre vide. » Carl Webb en a fait un, le verre reste retourné. Le code reste non résolu. Top 6. La colonie perdue. En 1587, un groupe de 115 colons anglais arriva sur l'île de Roanoke, située au large des côtes de l'actuelle Caroline du Nord. Ils étaient dirigés par John White, un artiste et cartographe nommé gouverneur de la colonie. Parmi les colons se trouvait la fille de White, Eleanor Dare, qui donna naissance à Virginia Dare le 18 août, le premier enfant anglais né dans le Nouveau Monde. La colonie était destinée à établir une présence anglaise permanente en Amérique du Nord. Elle était censée survivre. À la fin du mois d'août, les provisions commençaient à manquer cruellement. White accepta de retourner en Angleterre pour obtenir des provisions supplémentaires et des renforts. Il partit le 27 août, laissant derrière lui sa famille et toute la colonie. Son retour était attendu en quelques mois. Il fallut 3 ans. L'Angleterre était entrée en guerre contre l'Espagne et tous les navires disponibles furent réquisitionnés pour l'action militaire. White fut incapable d'obtenir un passage vers Roanoke jusqu'en 1590. Le 18 août, exactement 3 ans après la naissance de sa petite fille, il atteignit enfin l'île. La colonie était déserte. Les maisons avaient été démontées de manière ordonnée. Les effets personnels, les outils et les armures avaient été emportés. Il n'y avait aucun corps, aucune tombe, aucun signe de conflit ou de départ précipité. La palissade entourant la colonie était restée intacte. Sur l'un des poteaux de bois, le mot Croatoan avait été gravé en lettres claires et délibérées. Sur un arbre voisin, les lettres C et O étaient gravées de la même manière. Il n'y avait aucune croix sculptée à côté de l'un ou l'autre message. White avait précédemment ordonné aux colons de graver une croix de Malte s'ils étaient forcés de partir sous la contrainte. Aucun symbole de ce genre n'a été trouvé. Croatoan était le nom d'une île voisine, foyer de la tribu Croatoan, qui avait entretenu des relations amicales avec les Anglais. White prévoyait d'y naviguer immédiatement, mais le mauvais temps força ses navires à abandonner les recherches et à retourner en Angleterre. Il ne revint jamais. Aucune autre expédition ne fut lancée. Au cours des décennies suivantes, des rapports épars émergèrent. Des explorateurs espagnols affirmèrent avoir entendu parler d'individus parlant anglais, vivant parmi des groupes indigènes à l'intérieur des terres. En 1607, des membres de la colonie de Jamestown s'entendirent dire par le chef Powhatan que des survivants d'une précédente colonie anglaise avaient été absorbés par des tribus locales avant d'être tués lors de conflits internes. Aucune vérification ne fut fournie. Dans les années 1930, une série de pierres fit surface,
prétendument gravée par Eleanor Dare, décrivant le sort de la colonie. Les pierres détaillaient la maladie, la famine et la fuite vers l'ouest. Presque toutes furent la plus tard démasquées comme des faux. Une pierre reste non vérifiée. Des fouilles archéologiques modernes ont mis au jour des artefacts européens du XVIe siècle sur des sites à plus de 80 kilomètres à l'intérieur des terres, notamment une chevalière et des outils métalliques correspondant à l'époque des colons de Roanoke. Des tests ADN sur des descendants indigènes n'ont montré aucun lien définitif avec une ascendance anglaise, bien que certaines analyses suggèrent un mélange européen limité dans certaines lignées familiales. John White a consigné ses dernières belles pensées dans son journal. Il écrivit que le mot Croatoan lui donnait de l'espoir et qu'il avait confiance qu'ils étaient en vie. Il ne revit jamais sa fille ni sa petite-fille. La colonie ne fut jamais rétablie. Le mot gravé sur le poteau fut le dernier message qu'ils laissèrent au monde. Il ne mena nulle part. Top 7. Le tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans. Dans la nuit du 10 mars 1919, le rédacteur en chef du journal Times-Picayune à la Nouvelle-Orléans reçut une lettre. Elle était écrite dans une prose théâtrale et grandiose et signée simplement « Le tueur à la hache ». La lettre commençait ainsi « Enfer, 13 mars 1919. Cher mortel de la Nouvelle-Orléans. » Elle poursuivait « Ils ne m'ont jamais attrapé et ne m'attraperont jamais. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus brûlant. Je suis ce que vous, Orléanais, et votre stupide police appelez le tueur à la hache. J'aime beaucoup la musique jazz, et je jure par tous les diables des régions infernales que toute personne dont la maison verra un orchestre de jazz battre son plein à l'heure que je viens de mentionner sera épargnée. » L'heure mentionnée était 00h15, le mardi suivant, le 19 mars. La ville prit la menace au sérieux. Dans la nuit du 18 mars, pratiquement tous les foyers de la Nouvelle-Orléans éclatèrent en musique. Des orchestres de jazz jouaient dans les salons, au coin des rues et dans les dancings. Des gens qui ne possédaient aucun instrument chantaient. Les bars et les cabarets restèrent ouverts toute la nuit. Un compositeur local publia même une chanson intitulée « The Mysterious Axeman's Jazz », qui se vendit à des milliers d'exemplaires en une seule journée. Pendant ces quelques heures, la Nouvelle-Orléans devint un festival de jazz à l'échelle de la ville, poussé non par la célébration, mais par la terreur. Personne ne fut tué cette nuit-là. La série de meurtres du tueur à la hache avait commencé plus d'1 an auparavant. Le 23 mai 1918, Joseph et Catherine Maggio furent retrouvés chez eux au petit matin. Tous deux avaient été attaqués à la hache pendant leur sommeil. La gorge de Joseph avait été tranchée avec un rasoir droit. La tête de Catherine avait été presque sectionnée. La hache, couverte de sang, fut laissée sur le porche arrière. Elle avait été prise dans le propre bûcher des Maggio. Le tueur était entré en délogeant un panneau de la porte arrière au burin, une méthode qui allait devenir sa signature. Rien n'avait été volé. Il n'y avait aucun motif apparent. Au cours des 17 mois suivants, au moins 12 attaques suivirent le même schéma. L'assaillant visait presque exclusivement des épiciers italiens et leurs familles. Il s'introduisait par les portes arrière, retirant toujours un panneau inférieur pour accéder à l'intérieur. Il utilisait des haches ou des fendoirs trouvés sur les lieux. Certaines victimes furent tuées. D'autres survécurent avec des blessures catastrophiques, mais ne purent fournir aucune description utile. Beaucoup rapportèrent ne s'être réveillés qu'après avoir été frappés. Les attaques se produisaient aux premières heures de la matinée, entre minuit et l'aube. Des témoins décrivirent n'avoir entendu aucun son, aucune lutte et aucune entrée par effraction. Les portes n'étaient pas enfoncées. Les serrures n'étaient pas brisées. Le tueur travaillait avec un silence et une précision délibérée. Le 10 août 1918, Joseph Romano fut assassiné dans son lit. Ses nièces, qui vivaient dans la chambre adjacente, rapportèrent avoir vu un homme sombre et corpulent, portant un costume sombre et un chapeau mou se tenir dans l'encadrement de la porte. Il ne parla pas. Il disparut avant l'arrivée de la police. Romano mourut de blessures à la hache à la tête. L'outil fut retrouvé dans la cour arrière. À la mi-1919, la Nouvelle-Orléans était dans un état de panique collective. Les quincailleries furent en rupture de stock d'armes à feu et de renforts de portes. Des voisins organisèrent des patrouilles nocturnes armées. La police augmenta les rondes à pied, mena des enquêtes de porte à porte et interrogea des dizaines de suspects.
Aucune piste crédible n'émergea. Puis, après la lettre et la nuit du jazz, les attaques cessèrent. Le dernier meurtre confirmé du tueur à la hache eut lieu le 27 octobre 1919, lorsque Mike Pepitone fut tué dans sa chambre. Sa femme, dormant dans une autre pièce, entendit des bruits de lutte mais arriva trop tard. Elle affirma avoir vu un homme s'enfuir par la porte arrière, mais encore une fois, aucune identification ne fut possible. Des semaines plus tard, une femme nommée Esther Albano abattit Joseph Mumfre à Los Angeles, affirmant qu'il avait assassiné son mari. Certains rapports suggérèrent plus tard que Mumfre avait été à la Nouvelle-Orléans pendant les tueries du tueur à la hache et avait quitté la ville vers l'époque où les meurtres cessèrent. Aucune preuve ne le lia directement au crime. Albano fut reconnu coupable de meurtre, mais libéré après avoir purgé une peine minimale. Aucune charge ne fut jamais retenue, reliant Mumfre au tueur à la hache. L'affaire n'a jamais été résolue. Le tueur à la hache disparut aussi discrètement qu'il était venu. Top 8. L'événement de la Tunguska. À 07h17, le 30 juin 1908, le ciel au-dessus de la région de la Tunguska, en Sibérie centrale, explosa. La déflagration libéra une énergie équivalente à environ 12 mégatonnes de TNT, soit près de 1000 fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Des sismographes, à travers l'Europe et l'Asie, enregistrèrent l'onde de choc. Des capteurs barométriques en Grande-Bretagne détectèrent des perturbations atmosphériques. Pendant plusieurs nuits par la suite, les cieux au-dessus de Londres et d'autres villes européennes brillèrent d'une luminescence étrange, assez vive pour lire à minuit. Des témoins situés à des centaines de kilomètres de l'épicentre décrivirent une colonne de lumière bleue se déplaçant rapidement dans le ciel matinal, suivie d'une traînée de feu et de poussière. Quelques instants plus tard, l'horizon s'embrasa dans un éclair aveuglant. Une vague de chaleur torride fut ressentie à plus de 60 kilomètres de là. L'onde de choc suivit quelques secondes plus tard, brisant les vitres, renversant les gens et jetant les chevaux au sol. Le son fut décrit comme un rugissement continu semblable à un tir d'artillerie lourde, suivi d'un grondement sourd et soutenu qui dura plusieurs minutes. Au centre de l'événement, plus de 2000 km² de forêt dense furent oblitérés. Environ 80 millions d'arbres furent aplatis selon une disposition radiale, leurs troncs alignés vers l'extérieur à partir d'un point central. Des troupeaux de rennes furent incinérés. Des témoins plus proches de l'explosion rapportèrent avoir été projetés en l'air, avoir perdu connaissance et s'être réveillés dans un paysage transformé en une dévastation calcinée. Mais il n'y avait pas de cratère. La première expédition scientifique sur le site n'arriva qu'en 1927, soit près de 20 ans après l'événement. Dirigée par le minéralogiste soviétique Leonid Kulik, l'équipe s'attendait à trouver un bassin d'impact massif et des fragments de météorites. Au lieu de cela, ils trouvèrent une forêt d'arbres morts, restés debout au centre précis de la dévastation. Les arbres étaient entièrement dépouillés de leur écorce et de leurs branches, réduits à des poteaux noircis se dressant verticalement vers le ciel. Autour d'eux, sur des kilomètres dans toutes les directions, s'étendait un champ radial de bois abattu, pointant tous à l'opposé de cette zone centrale. Aucun cratère n'existait, aucun fragment de matériaux extraterrestres ne fut récupéré en quantité significative. Des échantillons de sol montrèrent des traces microscopiques de magnétite et de sphères de silicate correspondant à de la poussière météorique, mais rien ne ressemblant à la masse requise pour produire une telle destruction. En 1958, une expédition récupéra de petites particules vitreuses incrustées dans de la résine d'arbre provenant de la zone d'explosion. L'analyse montra qu'elle contenait du nickel et de l'iridium dans des concentrations conformes à une origine extraterrestre, mais leur masse totale était négligeable. Si un astéroïde de 50 mètres avait explosé au-dessus des têtes, des milliers de tonnes de débris auraient dû pleuvoir. Très peu fut trouvé. Les théories alternatives sont allées de l'explosion de gaz naturel à une collision d'antimatière, en passant par une détonation de type nucléaire précoce causée par des processus naturels inconnus. Dans les années 1940, l'auteur de science-fiction Alexander Kazantsev proposa qu'un vaisseau spatial extraterrestre en perdition avait explosé au-dessus de la Tunguska. Bien que largement rejetée, la théorie gagna du terrain dans la culture populaire soviétique
et ne fut jamais formellement infirmé. En 2013, l'analyse de carottes de sédiments lacustres de la région a révélé une fine couche de poussière cosmique datée précisément de 1908. Les résultats soutenaient la théorie de l'explosion aérienne, mais n'expliquaient pas pourquoi aucun champ de débris concentré n'a jamais été localisé. Quoi qu'il ait explosé au-dessus de la Tunguska, cela a laissé la forêt détruite, la terre brûlée et le ciel altéré pendant des jours. Cela n'a laissé aucun corps, aucune preuve définitive et aucun témoin capable d'expliquer ce qu'il avait vu. Les arbres restent couchés dans un motif radial parfait. Le centre reste vide et le ciel de Sibérie se souvient. Top 9. L'espion dans le sac. Le 23 août 2010, la police de Londres entra de force dans un appartement au deuxième étage à Pimlico, à moins d'1 kilomètre du quartier général du MI6. L'appartement appartenait à Gareth Williams, un mathématicien et décrypteur de 31 ans détaché du Government Communications Headquarters auprès du Secret Intelligence Service. Il n'avait pas été vu depuis plus d'une semaine. Ses collègues rapportèrent qu'il avait manqué plusieurs réunions prévues, mais aucune alarme interne n'avait été déclenchée. Le MI6 n'informa la police de son absence que 7 jours après son dernier contact confirmé. À l'intérieur de la salle de bain, les agents trouvèrent un sac de sport rouge, North Face, placé dans la baignoire. Le sac était fermé par une fermeture éclair et sécurisé par un cadenas à l'extérieur. À l'intérieur se trouvait le corps de Gareth Williams. Il était nu, recroquevillé en position fétale. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun traumatisme, aucune blessure visible. La clé du cadenas se trouvait à l'intérieur du sac, sous son corps. L'analyse médico-légale du sac ne révéla aucune empreinte digitale, aucun ADN d'un individu autre que Williams et aucune fibre ou preuve matérielle suggérant la présence d'une seconde personne. L'appartement ne présentait aucun signe d'effraction. La porte avait été verrouillée de l'extérieur. Les fenêtres étaient aussi sécurisées. Le téléphone portable de Williams, trouvé dans le salon, avait été réinitialisé aux paramètres d'usine. Ses cartes SIM étaient soigneusement disposées sur une table. Un spécialiste de la direction des crimes spécialisés de la police métropolitaine mena des tests pour déterminer s'il était physiquement possible pour quelqu'un de s'enfermer à l'intérieur du sac depuis l'intérieur. Plus de 300 tentatives furent effectuées par du personnel entraîné. Pas une seule ne réussit. La configuration de la fermeture éclair et du cadenas du sac rendait pratiquement impossible sa sécurisation de l'intérieur, particulièrement en étant déjà dedans, dans une position confinée et contorsionnée. 2 experts témoignèrent lors de l'enquête. Tous deux déclarèrent que c'était théoriquement possible, mais hautement improbable, et que cela nécessiterait une flexibilité et une coordination exceptionnelles. Aucun ne put le reproduire. Un troisième spécialiste, un escapologue professionnel, tenta l'exploit et échoua à plusieurs reprises. Le passé personnel de Williams fut examiné en détail. Il était décrit par ses collègues comme très réservé, hautement intelligent et méticuleux dans son travail. Il vivait seul, restait discret et avait peu de relations sociales connues. C'était un cycliste de compétition, un lecteur avide de littérature d'espionnage et il avait beaucoup voyagé pour son travail. Aucune preuve d'acte criminel ne fut jamais établie de manière définitive. Pourtant, les circonstances défiaient toute explication logique. Si Williams s'était enfermé dans le sac dans le cadre d'un acte privé, comment avait-il fermé le cadenas de l'intérieur? Si quelqu'un d'autre était impliqué, comment a-t-il pu ne laisser aucune trace, aucune effraction et aucune signature médico-légale? En 2012, le coroner a conclu que la mort de Williams était criminellement suspecte et impliquait probablement un tiers. Cependant, aucun suspect n'a jamais été identifié, aucune arrestation n'a été effectuée et aucune accusation n'a été portée. En 2013, la police métropolitaine a publié une déclaration suggérant que le décès aurait pu être accidentel, le résultat d'une expérience privée ayant mal tourné. La conclusion du coroner n'a pas été annulée. La famille de Williams a rejeté cette conclusion. Elle a maintenu qu'il avait été assassiné et que les services de renseignement avaient entravé la justice. Ils ont souligné le manque de coopération du MI6, le téléphone effacé, le signalement tardif et l'improbabilité des preuves physiques. L'appartement a été aseptisé et remis en service. Le dossier reste ouvert mais inactif.
Gareth Williams a été enterré au pays de Galles. Le sac a été conservé comme pièce à conviction. La clé trouvée sous son corps n'a ouvert que des questions. Top 10. Les chiffres du zodiaque. Entre décembre 1968 et octobre 1969, un tueur en série a sévi dans le nord de la Californie, ciblant de jeunes couples dans des zones isolées. 5 meurtres lui ont été définitivement attribués. 2 victimes ont survécu, mais le tueur a revendiqué 37 décès, un nombre qu'il a mentionné à plusieurs reprises dans des lettres envoyées aux journaux. Aucune preuve n'a jamais étayé cette affirmation. Ce qui distinguait cette affaire était la communication. Le tueur écrivait directement à la presse, narguant la police et exigeant que ses lettres soient à moins publiées en première page. Si ces exigences étaient ignorées, il menaçait de se lancer dans un massacre. Les journaux obtempérèrent. Le 1er août 1969, 3 lettres presque identiques arrivèrent aux principaux journaux de la région de la baie. Chacune contenait un tiers d'un cryptogramme de 408 caractères. Le tueur affirmait que le chiffre contenait son identité. Il signait les lettres d'un cercle barré de lignes entrecroisées. La presse le nomma le Zodiaque. En une semaine, un professeur de lycée et sa femme déchiffrèrent le code 408. Il ne révélait pas de nom. Au lieu de cela, c'était un manifeste. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement amusant. L'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Il mentionnait la collecte d'esclaves pour l'au-delà et se terminait par « Je n'ai pas peur car je sais que ma nouvelle vie sera facile dans le paradis mort ». La faute d'orthographe sur le mot paradis fut notée. Des analystes suggérèrent qu'il s'agissait d'une moquerie délibérée. Le message confirmait l'identité de l'auteur mais n'offrait aucune piste exploitable. 3 mois plus tard, le 8 novembre 1969, le Zodiaque envoya un autre chiffre, 340 caractères, disposés dans une grille de symboles, de lettres et de textes inversés. Pas de clé, pas d'indice. Il se terminait par « J'espère que vous vous amusez bien à essayer de m'attraper ». Des cryptographes, le FBI et la NSA tentèrent de le résoudre pendant des décennies. Rien ne fonctionna. Puis en décembre 2020, 3 déchiffreurs amateurs l'ont cassé à l'aide d'analyses logicielles et de reconnaissance de motifs. La solution révélait une autre provocation décousue sans confession ni nom. On pouvait y lire en partie « J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de m'attraper. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz car elle m'enverra au paradis d'autant plus tôt. » Là encore, paradis ont été mal orthographiés. Le code était conçu pour faire perdre du temps, mais d'autres restent non résolus. Le 20 avril 1970, le Zodiaque envoya un chiffre de 13 caractères. Il n'a jamais été décodé. Il se peut que ce ne soit pas un chiffre du tout, ou qu'il contienne un message que personne n'a compris. En octobre 1970, une carte d'Halloween arriva, contenant une disposition circulaire de lettres, de chiffres et de symboles. Des décennies d'analyse n'ont produit aucun consensus sur le fait qu'il s'agisse d'un code légitime ou d'un non-sens décoratif. La dernière lettre, confirmée du Zodiaque, arriva en 1974. Après cela, la correspondance cessa. Les meurtres s'arrêtèrent. Le tueur disparut. Plus de 2500 suspects ont été examinés. Ces dernières années, l'analyse ADN a été appliquée à la salive provenant des seaux d'enveloppe. Des profils partiels existent, mais la contamination a empêché une identification définitive. En 2021, des enquêteurs ont affirmé que le Zodiaque était Gary Francis Post, un criminel condamné décédé en 2018. L'allégation reposait sur des preuves circonstancielles et des témoignages de témoins. Le FBI ne l'a pas confirmé. Plusieurs agences de maintien de l'ordre ont appliqué des outils informatiques modernes au code non résolu. L'intelligence artificielle, les algorithmes d'apprentissage automatique et les méthodes de décryptage quantique ont tous été testés. Aucun n'a produit de résultats vérifiables. Le chiffre de 13 caractères reste particulièrement résistant. Sa brièveté rend l'analyse de motifs presque impossible, et sans clé ni contexte, il pourrait ne jamais être décodé. Le Zodiaque a tué en silence et a parlé par énigme. Ses mots ont été publiés, certains codes ont été brisés. Si ces récits de l'inexpliqué ont modifié votre perception de l'histoire et des mystères cachés à la vue de tous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne. Nous nous consacrons à l'exhumation des vérités que d'autres ont tenté d'enterrer. Restez vigilants et continuez à chercher les réponses.
Le prochain coffre de secrets sera bientôt ouvert.